Bonsoir, Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 47. Moins il y en aura, mieux ce sera. Ou plutôt, moins il y en avait, mieux c'était. Car ce soir, c'est la toute dernière émission de Monaco face au Covid-19 que nous vous proposons. Nous vivons quand même dans un pays fantastique, un pays où les pizzas tombent du ciel. Pendant 47 jours, c'est toute une équipe qui s'est mobilisée pour vous proposer ce rendez-vous, devant, mais surtout derrière la caméra. Ce n'était pas un écran de fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et pour cause, vous avez littéralement mis le feu sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir fait vivre le réseau Malizia qui compte 2700 membres. On s'est parfois mis en danger en sortant de notre zone de confort et vos messages de soutien, vos encouragements nous ont vraiment fait chaud au cœur. Il est pas bon, il y a Anthony Nogues comme chauffeur. Et alors ? Nous tenions à vous remercier d'avoir été fidèles au poste tous les soirs à 19h. Ce soir, nous allons vous proposer une ultime émission spéciale avec bien sûr des interviews, dont celle de Terence, un enfant du pays qui participe à The Voice. Mais nous allons également vous proposer de revivre certains moments forts que nous avons vécus tous ensemble, à commencer par la battle des immeubles. Alors nous nous sommes au départ inspirés d'une émission de RTL TVI, Belge à domicile vue du ciel, qui a filmé par hélicoptère des messages de gens à leurs fenêtres ou dans leur jardin. Mais nous l'avons totalement réadapté à la monégasque, en transformant cela en battle avec un drone de compétition, celui de MC Click, un chauffeur d'élite, Ferxel Fourgon, mais surtout des quartiers en folie. Et tout ça pour la bonne cause, soutenir ceux qui sont en première ligne face au virus. Accrochez-vous. 3, 2, 1, c'est du Il est 20h. C'est la première bataille du balcon. La bataille du balcon. Season rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Merci beaucoup. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I hold the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of sand, pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, roaring cavalry choirs are swinging. Mirror, mirror, my soul and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter will call my name, and we'll know this world, but that was when I ruled the world. Tous les vendredis, nous avons fait un point complet avec le chef d'état-major du CHPG, le général de Sévelinges, pour concevoir son plan de bataille. La directrice de l'hôpital s'est notamment basée sur des courbes élaborées par des épidémiologistes internationaux. À quel stade est-on et quand devrait-on atteindre le pic ? Alors, c'est difficile parce que ce sont des courbes. En début de semaine, on nous annonçait une première arrivée massive de patients pour jeudi. Puis pour demain, aujourd'hui, on n'a pas de bruit de fond. On ne voit pas arriver davantage de gens, on n'a pas davantage d'appels. Ça a même plutôt tendance à diminuer. Je pense que les gens maintenant sont bien informés, paniquent beaucoup moins, puisque la plupart des gens, encore une fois, sont à domicile avec les symptômes d'un rhume un petit peu fort. Ce qui est
attendu sur ces courbes-là, ce serait la semaine prochaine un premier pic épidémique avec un certain nombre, enfin un nombre important de patients. On a toujours parlé d'un pic qui devait arriver la semaine dernière, qui finalement devait arriver cette semaine. On a l'impression que la guerre est déclarée, mais que les bombardements n'ont pas commencé. Est-ce que les bombardements pourraient ne pas avoir lieu? Alors, c'est ce qu'on espère, que ça n'ait pas lieu. Maintenant, nous, sur le CHPG, on est prêts. On a ouvert cette semaine la 2e unité dédiée pour permettre d'accueillir davantage de patients. On a des équipes qui sont toujours mobilisées, mais on ne voit pas d'augmentation sensible du nombre de malades. Comme je vous disais, les malades qu'on a aujourd'hui, et donc au fur et à mesure, sont quand même un petit peu plus graves que ceux qu'on avait auparavant. Beaucoup ont besoin d'oxygène. Néanmoins, chaque jour ou presque, on arrive à permettre à des patients de rentrer chez eux, ce qui est plutôt bon signe, plutôt que d'aller en réanimation. Tout l'hôpital s'était réorganisé pour accueillir les malades du Covid-19 en réanimation. La plupart des autres interventions programmées avaient été reportées, à l'exception de celles qui ne pouvaient pas attendre. La particularité de la maternité, c'est que contrairement à certaines interventions chirurgicales qu'on peut reporter, là voilà, on sait qu'on va être obligé d'accoucher dans des délais relativement brefs. Tout le monde était prêt au CHPG, l'infanterie, l'artillerie, la cavalerie. Et chaque semaine, Yann Anthony continuait de demander à Benoît à quel moment les bombardements allaient commencer. Pour reprendre l'image utilisée aussi la semaine dernière, la guerre est en cours tout autour de nous, mais il n'y a pas encore de bombardement à Monaco. C'est ça. On ne voit pas de pic épidémique venir. Ça fait quelques semaines que je vous dis qu'il n'y a pas vraiment de signaux qui nous alertent. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une lente ascension. On est même sur une diminution. Donc, d'ici à dire qu'on a atteint le plateau, je ne voudrais pas m'avancer, mais c'est vrai que sur cette semaine, on est sur une diminution du nombre de patients hospitalisés et on commence donc à se préparer à la suite, c'est-à-dire retrouver une vie normale avec des patients qui seront contaminés Covid dans la vie courante. Les 3 derniers jours, consécutivement, on n'a eu aucune annonce de nouveaux cas de contamination. Donc, le pic épidémique n'arrive toujours pas. La première vague, réellement, n'arrive toujours pas. La première vague, je crois qu'on peut dire, n'arrivera plus. Le CHPG a toujours été en mesure d'accueillir tous les patients hors Covid qui avaient besoin de soins urgents, mais certains d'entre eux ne se sont pas présentés de peur de déranger ou de se faire contaminer. Je vais vous donner 2 exemples très précis. Ces derniers jours, nous avons accueilli des patients qui venaient pour des douleurs abdominales. Depuis plusieurs jours, ces patients avaient une péritonite. Je vais vous donner un autre exemple malheureux d'un patient de 60 ans qui, depuis quelques jours, avait des douleurs dans la poitrine et qu'on a dû prendre en charge hier matin suite à un arrêt cardio-respiratoire sur un infarctus. Ce patient est décédé, il avait 60 ans. Ces patients, habituellement, ne meurent pas. Ils viennent à l'hôpital beaucoup plus précocement. La princesse Stéphanie a accepté de participer à notre émission le jour du 15e anniversaire de la disparition du prince régnier. La princesse a fait preuve de recul face à la crise sanitaire que nous traversons et au confinement. Je crois que c'est le fameux mot dans cette situation qu'on vit aujourd'hui, c'est la patience et l'altruisme. Je veux dire, là, il ne faut plus penser à soi, à son petit confort et se dire, bah oui, bah, j'en ai marre d'être enfermée, mais il faut penser que, en respectant des règles toutes simples, c'est quoi 6 semaines dans une vie? Si on peut sauver des vies, si on peut nous préserver, vivre une longue vie tranquille après ça, c'est quoi 6 semaines dans une vie, dans un appartement? Je veux dire, c'est rien. Quand on compte sur la totalité d'une vie, c'est rien pour préserver nos enfants, notre avenir, nos anciens, enfin. Et c'est un moment, je crois, où c'est bien de montrer que c'est ensemble qu'on peut combattre ce genre de choses, comme d'autres crises à travers les temps sur Monaco. C'est ensemble qu'on a pu être fort et être solide. Et je crois qu'encore plus maintenant, il faut être ensemble. Il faut avoir cette unité nationale, et, aussi bien avec les résidents que les vrais monégasques. Et je crois que c'est la manière de remercier tous les jours de la qualité de vie qu'on a ici. Pour la préserver comme elle est, il faut faire ces petits efforts. Et franchement, c'est pas grand-chose non plus. Et les filles de la princesse Stéphanie sont également intervenues dans l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes notre premier duplex à 2. Mais voilà, vous êtes 2 sœurs et vous avez décidé, vous êtes confinées, j'imagine, avec votre maman, parce qu'on a vu les vidéos, parce que tous les soirs, vous montez sur la terrasse et vous chantez l'hymne.
Ouais, c'est important. Tous les soirs, c'est devenu vraiment un rituel à 19h d'aller sur la terrasse et de crier l'hymne et voilà, de scander les drapeaux, etc. D'accord, tous les soirs, la ferveur ne retombe pas? Non, sans exception. Un moment fort de cette crise, le jour où nous avons appris que le prince lui-même avait été atteint par le virus. Il nous a rapidement accordé une interview téléphonique depuis les appartements privés du palais. Notre chef de famille est justement en ligne avec nous. Bonsoir, monseigneur. Bonsoir, Yann Anthony. Comment allez-vous? Ben écoutez, ça va pas trop mal. Je commence à voir le bout du tunnel. Bon, j'ai encore un petit peu de tout, mais j'ai plus de fièvre et tous les autres paramètres sont bons, donc voilà, on prend ça au jour le jour, mais j'ai bon espoir que la quatorzaine sera bientôt finie. Et à sa sortie de quatorzaine, le souverain nous a accordé un entretien exclusif en chair et en os, mais surtout en pleine forme. Vous étiez confiné ici au palais depuis le 16 mars, 15 jours. Ouais. Vous êtes un hyperactif, vous voyagez tout le temps à travers le monde, vous enchaînez les obligations sociales, professionnelles. Qu'est-ce que ça vous fait de rester comme ça au calme, de pouvoir dormir? Je dois dire que ces jours un petit peu au calme et où j'ai pu bien sûr m'occuper de moi-même, mais tout en suivant tout ce qui se passait dans le pays, m'a fait beaucoup de bien. Vous avez porté un masque à certains moments? J'ai porté un masque à certains moments, oui, oui. Alors l'approvisionnement en masques, c'est un enjeu stratégique majeur, pas simplement pour Monaco, pour tous les pays Bien autour sûr. de nous, pour tous les pays européens. Comment la principauté a-t-elle fait? Écoutez, à travers différentes filières, à travers différents contacts, soit des résidents de la principauté, soit des amis de la principauté à l'extérieur, et nous avons pu, jusqu'à maintenant, faire face. Et nous avons passé des commandes aussi pour les semaines à venir, pour les mois à venir. Je pense pouvoir dire, et le gouvernement s'attache à cela, et s'est attaché à cela depuis le début, de trouver les meilleures filières possibles, les meilleurs approvisionnements possibles. Le temps n'est plus à la polémique dans cette période si troublée et si particulière, cette crise inédite. Je crois qu'il faut soutenir l'action du gouvernement, il faut soutenir l'action des pouvoirs publics et de tout l'ensemble du service public et bien sûr des soignants et de tout le personnel médical et paramédical qui font tout leur possible pour faire face à cette crise. Et je crois que l'heure n'est pas à la polémique, n'est pas à qui doit faire ceci ou cela. Il faut de l'unité, il faut de la solidarité, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et j'aimerais que tout le monde puisse rejoindre l'action du gouvernement et puisse la soutenir. Durant ces 47 jours d'émission, un grand nombre d'acteurs politiques, économiques, culturels et sportifs sont intervenus dans l'émission. Vous avez décidé de vous confiner à la maison à Monaco? Ah oui, clairement. Enfin, c'était dans tous les cas le choix logique. Je suis ici à la maison, c'est là où je me sens le mieux. Donc, je suis dans mon appartement à Monaco. On ne peut pas parler avec vous sans parler de l'annulation du Grand Prix de Monaco. J'imagine que, encore plus que pour nous, ça a été une terrible déception pour vous. Oui, c'est très triste pour moi, surtout que les 2 dernières années n'ont pas été très positives au Grand Prix Monaco de mon côté, pas eu beaucoup de chance. Donc, et voilà, et le Grand Prix à la maison, c'est toujours quelque chose de spécial. Mais bon, je pense que la santé des citoyens monégasques et de tout le monde en général, ça doit passer avant. L'incertitude, c'est vraiment pas facile à gérer. C'est la même chose aujourd'hui avec le confinement. L'incertitude, combien de temps ça va durer, ça c'est très difficile à gérer. Et là, mon conseil, c'est juste de gérer jour à jour et de ne pas se projeter dans le futur. Quand on vit une épreuve comme celle-ci, avec une crise sanitaire, avec un virus, comment on la vit quand on a justement la foi, quand on est croyant comme vous? Moi, je vois plus ça comme un test. Surtout, c'est un moment où faut vraiment qu'on arrive à rester soudés et surtout à rester positif. Et moi, franchement, je tire mon chapeau à toutes les personnes qui travaillent tous les jours, même à vous, qui continuent à... Selon des consignes qui avaient été proposées par le Saint-Siège, nous avons préféré repousser la bénédiction et la procession des rameaux
à une date ultérieure. Finalement, nous nous sommes dit, peut-être en choisissant une autre date qui nous était suggérée, eh bien on pourrait célébrer d'une manière un peu originale la fin de cette épidémie dont nous souffrons tous, la fin du confinement. Serge Tell, alors gouverner, c'est prévoir évidemment, donc c'est pour ça que je vais vous demander de nous dire ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois si vous l'avez effectivement prévu. Le déconfinement, qu'est-ce que vous prévoyez à ce stade? On va renforcer les contrôles, on va renforcer les mesures d'application de ces règles de confinement parce qu'il va faire de plus en plus beau, parce que le printemps est arrivé et qu'on a tous envie de sortir. Mais ce n'est pas le moment. Et il faut tenir. Et il faut tenir encore quelques semaines. Et ces quelques semaines, nous nous en rappellerons tous. Nous pourrons dire, nous y étions, nous l'avons fait, mais nous pourrons aussi nous réjouir des effets que ces mesures individuellement prises par chacun d'entre nous aura eu sur l'ensemble de la collectivité. Nous avons appris aujourd'hui le report des Jeux Olympiques de Tokyo. Quelle est votre réaction? Cette décision, en effet, d'1 an, eh bien, écoutez, je crois que c'est courageux, aussi bien pour le CEO que pour l'organisateur, d'avoir pris cette décision. Et je pense que l'ensemble des CNO du monde ont bien compris qu'il était important que la décision soit conjointe. Ce que j'ai jamais eu le temps de faire parce que j'ai pas le temps de le faire, c'est de faire des espèces de tutos, des cours qui permettent aux gens de pouvoir s'entraîner à sec, s'entraîner chez eux et s'entraîner d'une certaine façon, c'est-à-dire loin de la mer. L'objectif premier de l'enseignement, c'est de répondre à la demande des gens, de répondre à leurs attentes. Vu que vous, Pierre, vous faites jamais rien comme tout le monde, au lieu de faire du télétravail, vous faites du télémaison, vous avez déplacé votre vie de famille au travail. Et du coup, quand vous faites vos vidéos, vous avez des surprises. On regarde. Et ensuite, il y a une séance d'étirement et de réactivation musculaire qui seront très très intéressants. Marius, lui, il est dans sa salle de muscu, il est en train de faire ses exercices. On avait réussi à faire un tour de 11 km quand même, qui partait, je partais moitié moins du rocher, je descendais, j'allais jusqu'au Larvoto. On s'est fait arrêter et puis bon, on a compris le message et je veux dire, à Monaco, on se connaît quand même tous, donc on a compris aussi le fait qu'on on doit être, en tant que personne publique, on doit montrer l'exemple. Donc à partir du moment où nous a fait comprendre que maintenant, il fallait arrêter, surtout à l'approche des vacances, etc. Et voilà, on a rangé le vélo et on se restreint à des séances entraîneurs. Vous savez jouer au football, vous avez un bon cœur, vous avez aussi un bel organe, une belle voix. Vous êtes un chanteur. On regarde. Enfin, on écoute. J'adore chanter aussi des petites, j'adore la musique. À Monaco, on sait faire du bruit, on l'a prouvé tous les soirs au balcon. Mais on a aussi un bel organe. Pour cette dernière édition de Monaco face au Covid-19, nous avons souhaité parler avec Terence, un enfant du pays qui participe à The Voice. Bonsoir Terence. Bonsoir, comment ça va? Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est une grande fierté parce que vous êtes un enfant du pays à Monaco et vous participez actuellement à The Voice. Absolument, ouais. Vous en êtes où là? Attendez, parce que il y avait toute la phase des émissions enregistrées, mais là normalement c'est les directs qui doivent commencer, c'est ça? Absolument. Les directs, en fait, ils étaient censés être la semaine dernière, mais avec le coronavirus et tout, on n'a pas le droit des manifestations avec personne en ce moment. Alors du coup, non, on ne sait pas du tout quand la demi-finale elle va être, mais on espère bientôt. Ben, j'espère pour vous. Ouais. Honnêtement, l'audition au tout départ. Vous êtes passé à travers de sacrées émotions. Alors déjà, ah oui. le format The Voice, il est un petit peu vicieux parce que quand vous arrivez sur scène et que donc tous les jurés sont retournés, là, il y a 10 secondes de blanc total, aucun son. Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Ben, ce moment-là, honnêtement, il est horrible. Il fait tellement peur parce qu'en fait, on arrive sur scène, on est derrière le rideau déjà.
Et nous, on voit le public, mais le public ne nous voit pas. Alors, du coup, là, c'est quand ça commence à monter, l'adrénaline. Et après, on arrive, on se met en place au milieu de la scène. Et il y a, comme tu dis, il y a une dizaine de secondes où il y a silence total sur le plateau pour que tous les caméras se mettent en route et tout ça. Et moi, je me rappelle, je suis arrivé sur scène et j'avais ce collier, et ce t-shirt d'ailleurs. Et je me rappelle, mon cœur, il battait tellement fort que j'ai regardé comme ça et le collier, il faisait ça, il rebondissait. Je l'ai vu rebondir et là, j'ai fait, ah ouais, là j'ai peur. Et il n'y a pas de droit à l'erreur. Si jamais vous vous plantez, est-ce que vous pouvez recommencer ou non? Non, il n'y a pas de deuxième. Pour tous les étapes, c'est pareil, il n'y a pas du tout de. On ne peut pas refaire. Si on se plante, on se plante. Alors, du coup, là, tu es en silence total. Et, ouais. Mais dès que la musique, ça commence, c'est beaucoup plus rassurant. C'est le silence qui tue. Vous savez, les producteurs de télévision sont un peu vicieux parfois, et je sais de quoi je parle, et l'idée c'est précisément ça, c'est-à-dire que là on vous laisse 10 secondes, il n'y a aucun son, et donc vous entendez vous-même votre cœur battre, et les téléspectateurs le sentent aussi. Là vous chantez Leave a Light On, c'est ça ? C'est ça, ouais, de Tom Walker. Ouais. Ok, ça se passe formidablement bien. J'entends Nikos en coulisses qui dit « Allez les coachs, ouais. Il faut y croire, etc. » Et puis, il se passe, puis votre chanson, vous allez presque jusqu'au bout. Hein. Ouais, ben moi, en fait, je me suis dit, j'ai choisi cette chanson parce que le refrain, il est puissant. Alors, du coup, je me suis dit, je vais pouvoir montrer ma voix sur le refrain. Alors, je me suis dit, si quelqu'un va se retourner, ça va être au refrain. Alors, du coup, là, je chante, le refrain, il vient, il part, et personne ne se retourne. Alors, moi, je me suis dit, ah ouais, ben là, je rentre à la maison, c'est fini. Alors, pendant les prochaines 3 ou 4 phrases, j'étais en train de me dire, ah ouais, je dois rentrer à la maison, je dois dire à tout le monde que j'ai pas réussi, je suis vraiment triste et tout. Et après, je me suis dit, pour les dernières phrases, donne tout. Parce que moi, du coup, je vois pas que Amel, au début, elle est comme ça et que les coachs, ils se parlent. Donc, il y a Lara Fabian. Donc, je me souviens, il y a Lara Fabian qui fait « Oh, quelle voix fantastique, etc. » Et elle n'appuie pas. Et puis là, il y a Amel Bent. On sent qu'elle veut appuyer. Mais elle appuie pas non plus. Personne n'appuie, ouais. Du coup, nous, on voit pas ça. Parce que nous, on est sur scène, on essaye de tout donner. Et ouais, à la fin, Amel, elle se retourne vraiment sur la dernière note. C'est ça. La dernière note, sur la dernière. Et là, vous vous dites quoi dans votre tête? Parce que c'est comme au foot, c'est le but à la 94e minute. Là, c'est exactement ça, en fait. Moi, je me suis dit, pendant la moitié de la chanson, que je rentrais à la maison. Alors, du coup, c'était vraiment un soulagement incroyable. J'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à ma fiancée et à tous mes amis à la maison, à Monaco. C'était incroyable. C'était vraiment un moment magique. C'est une fierté pour nous que vous soyez dans The Voice. Donc vous avez fait vous avez vécu une grande partie de votre vie ici à Monaco, autour de Monaco, et vous êtes né à Londres. Donc c'est ce qui explique aussi que vous chantiez particulièrement bien en anglais. Et dans le cadre de cette dernière émission de Monaco face au Covid-19, avec tous les moments forts de ces 47 jours d'émission, on voulait prendre le temps d'écouter une belle voix et de faire une petite pause. Est-ce que vous accepteriez d'interpréter une chanson pour nous? Avec grand plaisir, absolument. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez nous interpréter? Là, je vais faire une chanson que j'ai faite. D'ailleurs, je l'ai faite au Country Club, aux 60 ans de ma mère. Et c'est une chanson qui est juste magnifique. C'est une chanson de Ed Sheeran qui s'appelle Tenerife Sea, qui c'est pas une de ses chansons les plus connues, mais c'est ma préférée. So wonderful in your dress. I love your hair like that. The way it falls down the side of your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these liars and people who talk too much. You got the kind of look in your eyes as if no one here knows shit but us. Should this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I'll ever need. So in love, so in love, so in love, love,
love, so in love. I'm so in love. Tenerife Sea d'Ed Sheeran, interprété par Terence, juste pour nous. Merci. Merci. Vous savez quoi? Là, il m'est venu une idée en vous écoutant. Je devrais vous présenter Laurent et Nadège. Est-ce que vous connaissez Laurent et Nadège? Non. Non? Non, Ce je peux pas sont dire les que je chanteurs. Non, c'est un groupe extraordinaire. C'est un duo. C'est les chanteurs du réseau Malizia. Vous n'avez jamais entendu Laurent et Nadège? Non, je pense que vous pouvez faire quelque chose dans la région, à vous trois. Vous allez faire un tabac. Allez regarder sur le réseau Malizia, vous ne serez pas déçus. Bon, Terence, c'était fantastique de vous avoir dans l'émission. Merci beaucoup. Merci pour ce petit bœuf. Et puis, bon courage à vous. On est tous derrière vous pour les demi-finales de The Voice. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est très, très gentil. Après cette pause musicale, revenons à nouveau sur les moments forts de nos 47 émissions Monaco face au Covid-19. Au plus haut de la crise, et alors que tous les pays européens étaient confrontés à la pénurie de masques, plusieurs entreprises européennes ont totalement redirigé leur outil de production pour venir en aide à la population. Alors vous, de votre côté, dans votre atelier de fabrication de drones en temps normal, eh bien vous êtes mis à fabriquer des masques. Expliquez-nous. On a des imprimantes 3D à l'intérieur de ces clics qui sont fabriquées par la société Volumi qui nous aide pas mal. Et après, plein de demandes personnelles d'amis à moi qui voulaient qu'on les utilise et qui m'ont dit il faudrait que tu fabriques des masques, il n'y en a pas, etc. Et j'étais pas trop chaud. Et ben, je me suis dit pourquoi pas, faute de rien, ça sera toujours pas mal. Donc on s'est mis à fabriquer des masques. La Fondation Princesse Charlène a fait fabriquer 5000 masques réutilisables et le secrétaire général de la Fondation, Gareth Whitstock, a procédé avec des bénévoles à la distribution gratuite des 5000 masques auprès de la population. 5,000 face masks. Where did the idea come from? This great initiative came from Princess Charlene, where she wanted to help the Monaco community during this difficult time, which has affected friends and families from around the world. The idea was to donate some protective masks and distribute around Monaco to help stop the spread of COVID-19. Les bénévoles de la Fondation Princesse Charlène furent les premiers à distribuer des masques à la population. Puis, le gouvernement a rapidement pris le relais. Nous avons à ce jour 2 300 000 masques ici en Principauté de Monaco, dans un stock sécurisé par la force publique. C'est des masques dits chirurgicaux. Et nous avons 235 000 masques FFP2. Avec ça, on peut tenir combien de temps? On peut tenir plusieurs semaines. Ce qu'il faut considérer, c'est que si nous devons servir la population de la Principauté de Monaco en donnant 2 masques par jour, ainsi que la population de salariés qui vient en Principauté de Monaco, 2 masques par jour également, théoriquement, nous devrions distribuer 2,5 millions à 3 millions de masques par mois. Et donc on voit bien que par rapport au stock que nous avons constitué, nous allons être en situation de tension. D'où l'idée de travailler sur l'approvisionnement en masques tissus, puisque ça fonctionne très très bien. Il y a eu quelques moments d'interview politique dans cette émission. Des échanges parfois musclés mais toujours respectueux, notamment avec le président du Conseil national, Stéphane Valéry. Au début de la crise, dans l'hémicycle, le prince s'est exprimé par la voix de son ministre d'État, en disant qu'en période de crise, il appartenait au gouvernement d'administrer au quotidien la principauté, et qu'il y aurait plus tard un temps pour le débat politique. Quelques instants plus tard, Stéphane Valéry disait que cette crise avait évidemment une dimension politique, et que la population ne voulait pas seulement d'une gestion administrative de ce dossier. Nous sommes pleinement d'accord avec le prince. Il y a aujourd'hui des divergences, c'est vrai, dans l'approche de la gestion de la crise entre le gouvernement et le Conseil national, mais nous sommes d'accord avec le prince. L'heure est à l'union nationale, l'heure n'est pas à la polémique. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons commencé déjà à faire l'union nationale au sein du Conseil national, puisque vous savez qu'il y a 3 groupes politiques issus des dernières élections, et c'est depuis le début, donc tous ensemble, pour le bien des Monégasques, des résidents et de notre pays, que nous agissons et que nous parlons d'une même voix. Pour que ce soit une discussion, Stéphane Valéry, je comprends évidemment ce que vous dites et il faut toujours échanger. Mais quand le temps est à l'action, est à l'urgence, il faut aussi pouvoir s'en remettre aux hommes et aux femmes que le prince lui-même a nommés.
Et en l'occurrence, ce ne sont pas des technocrates. Je vous pose vraiment la question très ouvertement pour voir votre avis, parce que vous-même, vous avez été conseiller ministre en charge de la santé. Vous n'étiez pas un technocrate. Nous voulons l'unité des institutions. Nous voulons travailler ensemble. C'est une évidence que s'il existe un Conseil national depuis 1911, dont les pouvoirs ont été renforcés en 1962 et encore en 2004 avant l'entrée au Conseil de l'Europe, c'est parce que les Monégasques et leurs élus, évidemment, doivent aussi s'exprimer, doivent aussi être entendus dans le jeu institutionnel. On va revenir sur ce communiqué inédit, d'une force inédite du palais princier. En substance, le prince dit que le Conseil national est dans la critique permanente et dans l'appropriation des mesures prises par l'État. Quelle est votre réaction ? Bien, je voudrais rassurer les Monégasques et les résidents sur l'état d'esprit des 24 conseillers nationaux unis dans la lutte contre la crise avec la population et nous le souhaitons dans l'unité des institutions. Donc quand le prince dit la gravité de la situation impose de la retenue et de la cohésion, où les ambitions politiques n'ont pas leur place, vous ne vous sentez pas concerné, Stéphane Valéry ? Je suis bien d'accord avec le prince. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les batailles d'ego. Il n'y a pas de place pour ceux qui veulent des crispations institutionnelles, je le répète, qui n'ont pas lieu d'être. Le prince est notre chef d'État. Nous reconnaissons les prérogatives de l'exécutif gouvernemental dans la Constitution, qu'ils reconnaissent les prérogatives constitutionnelles depuis 1962 et renforcées encore en 2004 de l'Assemblée élue par les Monégasques. Pas d'attaque personnelle chez nous. Vous aurez noté, ce n'est pas moi qui ai commencé, je regrette le dérapage de M. Gamerdinger. Mais une fois ce que l'on qualifiera d'événements institutionnels passés, l'intensité des échanges est redescendue, contrairement au montant en jeu. En règle générale, il y a un budget rectificatif à l'automne, donc qui est voté en octobre. Là, on se retrouve avec un budget rectificatif en plein mois d'avril. C'est inédit ? Oui, c'est inédit, c'est exceptionnel. C'est évidemment la réaction à cette crise exceptionnelle que vit notre pays, et le monde entier d'ailleurs. Le budget primitif que nous avons voté en décembre dernier de 2020 est totalement bouleversé dans les faits. Il y a plus de 300 millions de dépenses nouvelles qui sont nécessaires pour protéger notre population par rapport à l'achat de matériel médical, pour la réorganisation de notre hôpital, mais aussi pour toutes les aides qui ont été décidées en concertation entre le gouvernement et le Conseil national, pour le chômage, bien sûr, temporaire total renforcé, mais aussi pour toutes les aides aux travailleurs indépendants, aux petites structures. Donc tout ceci fait qu'il y a plus de 300 millions de dépenses nouvelles qui ont besoin de ce vote, car sans ce vote, le gouvernement ne peut pas mobiliser cet argent, hein, c'est la Constitution. Toute la difficulté a consisté à trouver cet équilibre délicat dans une économie comme celle de la Principauté de Monaco, entre d'un côté la redistribution, donc réinjecter de l'argent public pour soutenir les commerces, les entreprises, les travailleurs indépendants, les salariés, et de l'autre, ne pas mettre en péril notre modèle économique et social qui, avant tout, repose sur ce que j'appellerais nos fonds propres. Allez, voici le best-of de vos posts sur le réseau Malizia.
On poursuit le best-of final de cette émission et on revient sur les moments forts avec notamment une visite guidée de la nouvelle place du casino avec le président de la SBM en personne. On attend tous le redémarrage. Moi, je rêve du jour où je vois un premier client remonter sur les marches du casino, quoi. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. On attend les instructions et puis on attend le timing de tout ça. D'un point de vue touristique, là, cet été, visiblement, les gens ne pourront pas voyager. Est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de Français qui viendront sur la Côte d'Azur, justement? On essaye de concentrer notre promotion sur les endroits qui sont le plus susceptibles d'être rapidement rentables. Et donc, on a défini exactement comme vous venez de le faire, à savoir d'abord une clientèle de proximité, puis 4 heures de voiture, et puis éventuellement, si les avions commencent à revenir un peu plus loin. Mais enfin, on n'imagine pas à ce jour de pouvoir envisager de la clientèle venant d'autres continents que l'Europe. Il y a quand même une polémique en ce moment, Patrice Pasteur. Quand je lis dans les colonnes de Monaco Hebdo, l'un de vos principaux concurrents, Antonio Caroli, qui lui a stoppé ses chantiers parce qu'il ne pense pas pouvoir garantir des mesures sanitaires adéquates pour ses ouvriers, et qu'il voit que vous continuez, il dit « chacun opère selon sa conscience ». Patrice Pasteur, comment vous réagissez? Bon, premièrement, basiquement, je vous dirais que c'est beaucoup plus facile d'arrêter un chantier quand on n'en a qu'un que quand on en a 20. Ça, c'est factuel. Deuxièmement, les notions de conscience de M. Caroli, je m'assois un peu dessus, en fait. Mais plus sérieusement, je vous dirais que je suis un patron responsable. Je sais la responsabilité que j'ai vis-à-vis des 800 familles qui comptent sur moi. Et je sais surtout que si je ne me mets pas à produire, je vais rendre encore plus difficile la machine économique lorsqu'il s'agira de se remettre en route. Et la machine économique monégasque, il ne faut pas penser qu'elle soit si robuste. Et cet arrêt brutal qu'on vit actuellement va laisser des traces. Si je peux me permettre de ne pas être celui qui va laisser des traces, ce sera bien. Quelle est votre position quant au chantier? Évidemment, c'est un grand sujet de discussion en principauté. Beaucoup de gens sont opposés à la tenue, au maintien des chantiers, mais plusieurs chantiers ont été maintenus et ont rouvert même. Vous étiez gentil jusqu'à maintenant à me poser des questions gentilles. Bon, je ne suis pas opposé à la reprise de certains chantiers dans la mesure où ça peut se faire en respectant les règles indispensables pour protéger les ouvriers. Il ne faut pas réduire le cadre de vie au bruit de chantier. Et j'ai un peu peur aujourd'hui que quand on évoque cadre de vie, on fasse le raccourci bruit de chantier. Donc voilà, quelle est la motivation des personnes qui s'opposent, comme vous le dites, ou qui râlent sur la reprise des chantiers? Est-ce que c'est parce que ça va faire du bruit ou c'est par conviction absolue que c'est dangereux? Est-ce que vous faites appel, par exemple, au dispositif de CTTR, le chômage total temporaire renforcé, qui est une facilité offerte par le gouvernement monégasque? Nous avons pris la décision, afin d'accompagner les services publics dans la gestion de la crise, de ne pas faire appel au mécanisme de CTTR, de remboursement du chômage partiel, et nous financerons donc directement la rémunération de ces salariés. D'accord. Donc ça, c'est pour participer à l'effort de guerre, en fait. Vous ne voulez pas être une charge supplémentaire sur les caisses de l'État? Tout à fait, tout à fait. CFM, comme banque de droit monégasque avec actionnariat partiellement monégasque, se doit d'accompagner à la fois le gouvernement et les finances publiques, dans la mesure du possible, évidemment. Aujourd'hui, le numérique permet de ne pas ajouter l'isolement au confinement. Aujourd'hui, malgré le confinement, on peut créer du lien humain, on peut garder du lien social, on peut rester proche des nôtres, de nos aînés, et ne pas détruire ce lien social qui est essentiel et encore plus dans le confinement. Avec cette crise, tous les avions ont été cloués au sol et tous les événements annulés. Parmi les secteurs les plus touchés, le tourisme et l'événementiel, les deux domaines d'activité de Salim Zegdar. Il n'y a pas d'assurance dans ces cas-là? Bien, l'assurance contre le Covid-19, il n'y en avait pas en fait. C'est une première. Imaginez s'il y a 6 mois de ça, ou ne serait-ce que 3 mois, je vous avais dit, on aurait fait un déjeuner ensemble et je vous avais dit, vous savez, dans 6 mois, ce qui va se passer, c'est l'arrêt total
il y a un type qui va manger une chauve-souris en Chine et puis on va tout arrêter. C'est-à-dire qu'on va mettre le monde en pause, on va mettre l'économie à zéro et on va se retrouver dans une crise sanitaire comme jamais, où il n'y aura plus un avion, tous les pays auront fermé leurs frontières et tout le monde s'arrêtera de bosser. Vous m'auriez traité de fou. La reprise pourrait être lente? Moi, je ne parlerai pas de reprise. Je dirais plutôt reprendre le travail. Dans quelle mesure? Je dirais même au point zéro. Il faut repartir à zéro. Vous avez su vous renouveler et totalement redéployer de nouvelles activités. C'est vrai que là, pour faire face à la demande des particuliers, eh bien, nous devons réorganiser un petit peu notre activité. On a aussi tous nos clients restaurateurs et hôteliers qui nous manquent et qu'on espère vraiment revoir bientôt et accompagner dans la réouverture de leurs établissements. On ne les oublie pas. Donc en fait, je pense qu'en effet, à l'avenir, on va avoir les deux activités qui vont vivre ensemble et se développer ensemble. Et j'espère pour le bien de tous et pour le bien de mon entreprise familiale, en effet. Jean-Luc Biamonti, avez-vous le sentiment qu'il y aura un avant et un après coronavirus pour le groupe SBM? Je crois que ça sera vrai pour le groupe SBM, ça sera vrai pour tout le monde. Après, combien de temps ça restera dans la mémoire collective, j'en sais rien. On a perdu 92% de notre chiffre d'affaires. Hein. Il nous reste quelques loyers. Tout le reste, il n'y a plus de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que la société passe par des moments très difficiles, mais l'ensemble du personnel est très, très soudé et vraiment exemplaire. Et ce que nous avons sous les yeux, c'est une crise de leadership. C'est que nous n'avons pas vu émerger dans le monde, dans les grands pays, un ou plusieurs leaders ensemble. Il y a un Américain qui critique à peu près le monde entier, notamment le Chinois, qui l'accuse. Vous voyez bien aujourd'hui la couverture du Figaro Magazine, le grand mensonge chinois. J'ai l'impression que nous allons aussi vivre, après cette crise, une période de bilan et de règlement de compte qui va probablement aussi laisser une instabilité politique qui sera au détriment d'une relance efficace si elle n'est pas contrôlée. Est-ce que cette crise sanitaire, selon vous, Frédéric Laurent, nous apprend des choses sur notre souveraineté et peut-être les limites de notre souveraineté? C'est quand même difficile pour la principauté de prendre des décisions qui seraient en contre-pied de celles françaises, lesquelles d'ailleurs tentent de s'harmoniser avec celles de ses autres voisins, avec l'Italie et avec l'Allemagne. Aujourd'hui, effectivement, l'ensemble de l'Europe est confiné. Ce serait très difficile pour la principauté d'avoir une politique différente. L'avantage d'un petit pays comme Monaco, c'est aussi qu'il peut être un laboratoire de nouveaux modèles et que donc, moi j'inviterais véritablement les monégasques et leur gouvernement à se projeter sur la scène internationale et essayer de rallier derrière eux une coalition de pays qui peuvent pousser pour ce nouveau modèle. On voit que la Corée du Sud, par exemple, a choisi, elle, un modèle de relance verte. Et donc les choses ne sont pas gravées dans le marbre, il n'est pas garanti qu'on remettra une pièce dans la machine d'avant. Simplement, il faudra des pays pour porter cela et pour emmener d'autres à leur suite. L'éducation a toujours été vraiment très importante en principauté et que comme c'est un petit laboratoire, on peut faire des expériences, venir en aide aux enfants, aux élèves d'une manière beaucoup plus aisée qu'en France. Donc faire rentrer une centaine d'élèves par établissement, par demi-groupe et sur plusieurs classes, c'est beaucoup plus facile que de faire entrer des milliers d'élèves, vous comprenez? En plus, nous avons des infrastructures de très grande qualité. Nous avons aussi un personnel enseignant et un personnel encadrant très nombreux, très performants. Donc, pourquoi ne pas faire profiter à nos enfants de tout ce qui est mis à la disposition de l'éducation en principauté? Pour cet ultime numéro de votre émission Monaco face au Covid-19, nous sommes à présent avec la directrice de Monaco Info, Geneviève Berthy. Geneviève, une page se tourne, mais le livre ne se referme pas. Non, Yann Anthony, le livre ne se referme pas du tout. Ce qui a été formidable tout au long de cette crise, c'est qu'on a senti le pouls de Monaco battre tout au long de l'émission. Et j'en profite d'ailleurs pour saisir l'occasion de vous remercier et de remercier toute l'équipe qui a travaillé dans des conditions inédites pour la préparer tous les soirs pendant 47 jours. Ce n'est pas anodin. Nous avons donc décidé de continuer à donner ce rendez-vous tous les soirs à 19h et ça commence demain. Alors Geneviève, comment allez-vous continuer ? D'une manière assez simple, on va garder les recettes de ce qui a fonctionné,
Tout d'abord, ce qu'il faut bien préciser, c'est que les conditions de tournage et de réalisation de l'émission ne vont pas beaucoup changer. Le déconfinement ne fait que commencer. Donc nous avons décidé de conserver les interviews à distance, de conserver les images d'illustration et les plans qui permettent de vous voir tous, de vous interroger tous sur le terrain, mais en respectant les règles sanitaires et les règles de distanciation sociale. Et puis, ce formidable réseau Malizia qui compte, on l'a dit, plus de 2700 membres sur Facebook, que va-t-il devenir ? Formidable, Yann Anthony, c'est bien le mot. Alors, on va le garder. Nous avons plus que jamais besoin de vos témoignages, de vos images, de vos photos. Continuez à faire vivre cette formidable communauté, je le dis plusieurs fois. Et encore merci pour cette incroyable battle des immeubles que nous avons vécue et qui, je pense, restera dans les mémoires de tous. Geneviève Berthy, directrice de Monaco Info, merci pour votre confiance. Monaco face au Covid-19, c'était votre programme. Merci à toute l'équipe de Monaco Info. Ce fut un honneur de vous informer 7 jours sur 7 à 19h tout le temps de ce confinement. Alors la crise n'est pas terminée, mais depuis mon poste d'observation ici, je peux vous dire que notre pays a vraiment très bien géré à tous les niveaux. Souvent, quand on se sculpte, on s'inquiète, mais quand on se compare, on se rassure. Croyez-moi, nous pouvons être fiers de notre petit pays. Avec le déconfinement, je vais retrouver mon activité normale. Je produis des documentaires, je présente des émissions pour France Télévisions ou encore RTL en Belgique. Mais après cette expérience fantastique ici, j'ai bien envie de continuer un peu l'aventure. À bientôt donc sur Monaco Info.